Bonjour, Salut Arnaud. je suis Arnaud Baudry, je suis production designer sur Arcane. Donc je suis Julien Georgel, directeur artistique sur la série Arcane. Donc Piltover, Progress Day, on voulait que ce soit une grande célébration de toutes les innovations de l'année, un événement un peu comme l'exposition universelle, un moment où tous les habitants de Piltover vont découvrir les inventions excitantes que l'avenir leur propose. Donc c'est vraiment la promesse de Piltover. L'idée c'était de suggérer qu'il y avait énormément de pavillons exposés, mais sans forcément en montrer tant que ça aussi précisément. On est sur quelques éléments. Le petit papillon en particulier, on voit qu'il y a des véhicules qui sont en train de se moderniser potentiellement. Plus que dans les descriptions quand même au sujet des inventions, on est dans un monde de fantasy et on voulait aussi laisser la part à l'imagination du spectateur. Évidemment, le plus gros pavillon, c'est celui des Kiraman. C'est le plus important. On vient de montrer que Jace avait été l'inventeur de l'année. Et d'ailleurs, c'est assez inspiré de pas mal d'expositions universelles. Celle où on a découvert la Tour Eiffel ou le Crystal Palace à Londres. Je ne sais pas si tu te rappelles, Julien, il était inspiré de la porte monumentale de l'exposition de 1900. Oui, c'était un peu l'idée qu'on avait quand on a designé ce bâtiment principal. Le plus important, parce qu'il est vraiment central sur la place. L'idée, c'est que c'est un bâtiment qui ne sera probablement pas détruit, à l'instar de la Tour Eiffel à Paris. Il va probablement rester au milieu de la place. Globalement, dans toute la ville, Piltover va avoir beaucoup plus d'inspiration art déco avec des buildings et des décorations très prétentieuses, très droites, très réglées. Et typiquement aux États-Unis, je me suis rendu compte que leur définition de l'art déco était très influencée par ce qu'on voit à New York. Et notamment le Chrysler Building ou l'architecture de Hugh Ferris. Sur le dernier plan, il y a cet étendard qui montre un Jace étincelant, glorieux, qui fixe les yeux vers le futur, qu'on verra un peu plus tard sur un mug de manière un petit peu ridicule. On a voulu à la fois iconiser un petit peu, montrer que c'était l'homme de l'année au sein de cette exposition, mais il est à la fois peut-être un petit peu très ambitieux et peut-être un petit peu prétentieux, et en même temps, il maîtrise probablement pas toute la communication autour de cet événement. Good evening. I know many of you probably didn't expect to see me here today, and believe me, I'm just as shocked as you are. Donc on arrive sur le laboratoire de Victor et Jace. Là, c'est un lieu que tu as designé toi, du coup, Arnaud. Ouais, on s'était dit, on savait que ce serait un lieu qui serait très récurrent. Et du coup, on avait eu l'idée, où il me semble que ça t'avait plu aussi, cette idée que c'était un peu une sorte de bunker où Jace et Victor feraient des expériences sans doute très dangereuses. Donc la première idée que j'avais eue, c'était déjà de leur donner à chacun un côté de la pièce qui évoque un peu leur personnalité ou leur futur. Donc le côté de Victor, par exemple, il y a pas mal d'éléments qui sont un peu gothiques et qui montrent un peu le côté zonien, parce que c'est un habitant de zone. Et dans le jeu, c'est un personnage qui se transforme progressivement en robot. Mais on voulait surtout que ce soit un endroit où on ferait des expériences dangereuses. L'idée, c'est un peu comme dans la Silicon Valley, l'idée qu'on teste vite, on rate vite, et on fait des progrès très rapides. C'est un peu le sens de cette scène avec Heimerdinger aussi, qui leur dit « les gars, prenez votre temps », même si pour Heimerdinger, le temps n'a pas vraiment la même valeur que pour Victor. Et je crois que c'est toi qui avais amené l'idée qu'en fait, ce serait pas une vraie vitre sur l'extérieur, mais en fait une lumière artificielle qui, du coup, donnerait l'illusion qu'il fait toujours aussi jour ou peu jour dans cette pièce. Pour être parfaitement honnête, d'ailleurs, cette idée vient surtout de raisons économiques. Ça permet de jamais changer d'ambiance dans le lieu. C'est assez pratique.
Mais ça nous servait aussi pour avoir une ambiance un peu tout le temps cette même ambiance froide qui nous permet de reconnaître le lieu au premier regard. C'était aussi pratique pour ça. Oui, en fait, je me rappelle de beaucoup de discussions qu'on a eues sur les cristaux magiques et cette idée que, en fait, c'est le seul cercle parfait ou sphère parfaite qu'on a dans la série. Ce qui est enfin un objet, je pense, même si on ne s'en rend pas compte inconsciemment, qui est vraiment à part du reste de la DA de la série. C'est vrai qu'en général, on a toujours un petit look légèrement anguleux, au moins légèrement anguleux dans Arcane. Et c'est vrai que celui-là, pour le coup, c'est une sphère parfaite. Évidemment, il y a une raison narrative, c'est pour montrer que on passe à une nouvelle ère de l'Hextech, un peu la Hextech 2.0. Jace et Victor sont très fiers de montrer leurs inventions. L'une d'elles est déjà très connue par les fans de League of Legends, c'est les Atlas Gauntlet que Vive a portés. Et on veut montrer tout le potentiel qu'ont ces inventions. Quant à Victor, lui, il a inventé une sorte de bras laser qui est un peu un easter egg pour montrer le troisième bras qu'il a en tant que personnage dans le jeu. On a donné des lunettes à Heimerdinger, ce qui est aussi un peu une blague pour nous, parce que Heimerdinger, dans le jeu League of Legends, on ne voyait jamais ses yeux. C'est une nouveauté qu'on a créée pour Arcane, de montrer ses petits yeux. People love a grand reveal. Donc nous revoici à Zone quelques années plus tard. Dans les premiers épisodes, les 3 premiers épisodes, quand on voyait Zone, on voyait quelque chose qui était, comme on l'a déjà dit, à échelle plus humaine, avec le Last Drop, le bar, qui était dirigé par Vander avant sa mort dans l'épisode 3. Silco est devenu très influent, c'est ce qu'on découvre dans cet épisode, et que la pègre globalement de Zone est devenue beaucoup plus puissante puisqu'elle était un peu maîtrisée, freinée. Vander, qui arrivait un petit peu à freiner les activités de la pègre zonienne. Maintenant, il n'est plus là. Ils ont vraiment la voie ouverte pour toutes leurs activités. Et c'est devenu un petit peu une sorte de Las Vegas zonien. On voit un gros déséquilibre entre les riches et les pauvres dans Zone. On voit qu'il y a des cultes qui ont fleuri, des cultes étranges qui ont fleuri, etc. Oui, tu fais la comparaison avec Las Vegas. C'est vrai qu'on voulait quelque chose aussi de corrompu mais d'excitant. Sans doute le meilleur endroit pour aller faire la fête, sans doute un endroit où les jeunes, même de Piltover, rêvent d'aller s'encanailler. Un élément intéressant, c'est que dans le futur d'Arcane, il y a des gens très riches à Zone, pas seulement une ville pauvre. Sans doute qui méprisent les gens de la haute ville, mais ils ont leur propre identité. Un élément important, il y a beaucoup de pollution à Zone qui est due essentiellement aux activités industrielles de Piltover. Pas que, mais quand même essentiellement. Et on peut voir aussi, on essaie de montrer dans cette séquence qu'il y a des riches privilégiés qui ont accès à de l'air plus pur que les pauvres dans des lieux où ils peuvent respirer de l'air aromatisé à la cerise. Les riches de Zone peuvent avoir accès à de l'air pur. C'est quelque chose qui sera très développé dans le reste de l'IP, donc dans le futur de Zone post-saison 1 d'Arcane, où il y a même des ascenseurs qui sont des réservoirs à air, où ils ont sous vide des petits arbres qui leur donnent de l'air pur. Et puis, on va voir se développer aussi, un peu comme les Kembarons, un pan de la société qui va vivre très proche de Piltover pour avoir accès à de l'air plus pur. Une fois qu'on voit Sevika entrer dans le bar, on voit à quel point le lieu de petit pub très confortable s'est transformé en gros dance floor bien bordélique, avec consommation de drogue à base de shimmer. Jeu de bras de fer un petit peu, un brin dangereux, etc. Oui, d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais
J'ai jamais eu l'impression que cette ambiance qu'on a à l'entrée du bar est vraiment ce que représente ce que Silco aime. J'ai l'impression que ça représente ce que Silco donne à ses troupes pour qu'ils s'amusent. C'est peut-être son bureau en fait qui lui ressemble le plus. Lorsqu'on a dû trouver un design pour Silco, au départ on était parti sur l'idée que c'était un personnage complètement normal, qui avait été façonné par les événements en fait. Quelqu'un qui avait juste énormément d'ambition, mais que rien ne prédestinait à devenir le parrain de la ville basse. À un moment on a voulu le différencier visuellement. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau de la direction artistique avec les réalisateurs sur le fait d'en faire une caricature de méchant, qui à mon avis était importante pour les spectateurs, pour l'identifier, même si au final on va jouer avec cet archétype pour finalement faire un personnage, j'ai l'impression, plus humain. You failed. Don't disappoint me again. Et on a eu cette idée de sa balafre et de son œil abîmé. Et pendant longtemps, les scénaristes nous demandaient de trouver des idées pour un objet totem, qui sera un objet qui représente Silco. J'ai l'impression qu'il y en a un peu deux qui se sont détachés. Le fauteuil de Silco, du coup, un peu par hasard, mais parce qu'il avait un design vraiment cool et puis il était très bien texturé, il était très réaliste. Et aussi cet objet qui lui sert à se soigner l'œil. Déjà parce que ça prouve qu'il a une sorte de dépendance, que la chimère n'est pas seulement une drogue, c'est aussi une sorte de médecine. Et que ce rituel, en fait, il a besoin de le faire régulièrement. Ça nous permet de l'utiliser et de l'utiliser aussi comme un objet qui est du coup une sorte de poids d'évocation, un pouvoir d'évocation, je dirais. Ça montre aussi pas mal la relation qu'il a avec Jinx. Hi. Donc cette séquence, elle est importante aussi pour nous deux, Julien, vu que notre première collaboration, ma première collaboration avec Fortiche et avec toi, c'était sur Get Jinx, il y a 10 ans. Donc c'est toujours marrant de revenir à ça et puis de voir que Arkane, à mon sens, c'est un peu la continuité de ce qu'on avait commencé et notamment de ce que tu avais apporté au niveau du design de la ville. On a l'impression en fait qu'avec Arkane, on a fait 10 ans de travail et de développement sur Piltover et Zone. Et donc c'est assez marrant de se retrouver avec la chanson de Get Jinx. Une petite blague qui brise un peu le 4e mur. C'est un lieu très important au sein de... Donc, dans une ambiance qui est très liée à sa folie, son instabilité, ses traumatismes de toute la série. C'est un lieu très récurrent, qu'on voulait très iconique pour Jinx. Là, sur un establishing comme ça, on voit un peu à quel point c'est un lieu caché, déjà dans le noir. Elle a trouvé ce vieux dirigeable, cette vieille montgolfière mécanique échouée dans une faille. Et elle en a fait un mini parc d'attractions / laboratoire d'invention / petit lieu de rassemblement de ses souvenirs. Il y a un petit easter egg tout en bas à droite où on voit une baignoire, on voit un gros parasol, ça c'est on voit une grosse bombe, tout ça c'est des clins d'œil au clip Get Jinxed. Je me rappelle qu'on s'était dit à l'époque qu'on voulait avoir beaucoup de verticalité sur ce lieu. Donc effectivement, comme tu dis, beaucoup de dangers. On avait fait des tests où on avait ramené des rambardes, mais bon, on s'est dit non, Jinx n'est pas comme ça. Mais c'est aussi un lieu où il peut y avoir des scènes, à mon avis, les scènes les plus
diverses, les plus extrêmement opposées qu'on peut imaginer, des scènes joyeuses ou comme celle-là. Une scène qui commence par Jinx essayant de calmer ses nerfs en balançant des grenades dans le vide. Donc au niveau de la séquence, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve pas mal des inventions qu'elle a volées à Progress Day, notamment le petit papillon dont on parlait tout à l'heure. Qui, oui, devient un objet meurtrier très important finalement, alors que c'était pas... on montre un peu qu'elle pervertit les inventions des autres. On le voit aussi dans les épisodes un peu plus tard, quand elle essaie de reproduire la machine qu'ont créée Victor et Jace à la fin de l'épisode 103, où elle fait un truc qui a une espèce de tête de crapaud mécanique qui marche pas du tout, qui explose. Et puis ça lui permet de se rendre compte un petit peu, je pense qu'elle a besoin de s'assagir peut-être un petit peu pour maîtriser ce qu'elle fait. Oui, je me disais qu'il y avait un angle intéressant aussi. Beaucoup de nos personnages sont des inventeurs, sont des génies. Et en fait, Jinx est une facette d'un génie un peu maléfique, hein. C'est un peu un ange de la destruction quelque part. Et la fin de la séquence d'ailleurs, avec ce feu d'artifice, commence par quelque chose qui a l'air très dangereux et qui en fait devient festif parce que on a un peu l'impression que dans ses yeux, même la destruction est belle. Tout comme quand elle était petite et que son singe explosait. Pour elle, c'était un moment presque d'émerveillement. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation de la scène de l'épisode 103. C'est l'esprit un peu, j'allais dire, fragmenté de Jinx. Oui. Très bien.